Manal Drissi dans vos oreilles. Bienvenue au balado Voir grand, enregistré dans le cadre du forum du même nom. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Laurence Parent. Laurence Parent, vous êtes chercheur postdoctoral à l'Institut d'études féministes et de genre de l'Université d'Ottawa. Vos recherches portent principalement sur le capacitisme dans les communautés francophones, la mobilité et les politiques du handicap au Québec et au Canada. Vos recherches sont présentées dans plusieurs congrès, expositions au Canada, à l'étranger. Vous êtes publié, diffusé dans des médias et des revues. Vous militez pour les droits des personnes handicapées au Québec et vous êtes membre du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal pour éliminer les obstacles dans le système de transport en commun. Un très impressionnant CV. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on vous reçoit pour parler justement des obstacles à la pleine participation des personnes en situation de handicap dans notre société. Donc comment on définit ça, disons en partant, là, commençons par la base, comment on définit les concepts d'inclusion ou d'accessibilité? Dans la communauté des personnes handicapées, historiquement, au départ, là, dans les années 70, c'était beaucoup le langage de l'intégration qui était utilisé. Donc, c'est un peu la philosophie de, il y a une société, puis on veut y intégrer et ajouter les personnes handicapées. Puis c'est plus dans les années 2000 qu'on a commencé à parler davantage d'inclusion. Donc, comment est-ce que c'est perçu cette inclusion-là, ce concept-là? C'est plus comme, il faut vraiment changer la société. On veut pas juste essayer de faire fitter des personnes qui ne fitent pas. On veut changer les structures dans la société pour y inclure des personnes, notamment, là, moi, c'est ça, je suis spécialisée en handicap, mais ça s'applique à tellement de combats puis tellement de populations aussi, là. Puis au niveau de l'accessibilité, souvent, on pense que c'est comme quelque chose est accessible ou ne l'est pas. Comme si c'était vraiment quelque chose qu'on peut mesurer, calculer, une finalité en soi, tu sais. Mais en réalité, c'est beaucoup plus un processus. C'est assez rare là, qu'on peut dire, OK, ça, c'est accessible, tout est réglé, parce que l'accessibilité, c'est pas juste au niveau architectural. On peut mettre une rampe d'accès devant une bibliothèque, mais si les personnes qui travaillent à la bibliothèque sont capacitistes, donc en règle générale, ne veulent pas être capacitistes, mais vont l'être, la bibliothèque n'est pas vraiment plus accessible. Si une personne en fauteuil rentre dans la bibliothèque, se fait traiter comme un enfant, on n'est pas vraiment plus avancé. Le capacitisme, c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent, mais pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce terme-là, comment on le définit? On peut le définir très simplement par la discrimination fondée sur le handicap, donc la discrimination fondée sur les capacités, tant au niveau physique, sensoriel, au niveau de la santé mentale aussi. Donc, c'est vraiment au niveau des capacités. C'est un système de pression. Puis, dans le fond, on peut faire des parallèles avec les autres systèmes de pression qui finissent en isme. Donc, c'est un isme de plus, mais qui est tellement important. C'est un isme de plus, vous dites, et on vit à une époque où on parle beaucoup de ces ismes-là, le racisme, le sexisme, le classisme et tous ces ismes. Et pourtant, le capacitisme reste une discrimination dont on entend peu parler. On a l'impression qu'elle reste dans l'ombre, qu'on dirait que l'intérêt est moindre, alors que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui affecte le quotidien des personnes qui vivent des défis d'accessibilité. Pourquoi, à votre avis, c'est quelque chose qui ne prend pas autant de place que ça devrait? Ça, c'est vraiment la grande question. Hein? Premièrement, je tiens à soulever le point que les personnes handicapées sont dans toutes les communautés. Oui. Donc, en règle générale, la plupart des personnes handicapées ne vivent pas seulement du capacitisme, vont vivre d'autres formes de pression. Il y a une intersectionnalité de ces identités-là. Tellement, puis en plus, au niveau du handicap, tout le monde peut avoir un handicap plus tard dans la vie si c'est pas de naissance ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une catégorie qui touche tellement de gens. Mais le handicap est souvent perçu comme, c'est une question médicale, c'est un diagnostic, c'est un problème individuel. Cette compréhension-là, que non, c'est pas forcément seulement un problème individuel, il y a vraiment une interaction avec la société, tout ça. Ça, dans des milieux militants, de personnes handicapées, dans les milieux de la recherche, ça fait longtemps, là, ça date pas d'hier, dans les années 70, 80 que ça se développe, mais malheureusement, effectivement, il n'y a pas vraiment une percée au niveau
mainstream, si je peux dire ça comme ça. Puis on le voit avec les autres combats, à quel point que ça prend du temps, de l'énergie pour faire finalement que ce genre d'enjeu-là soit considéré, notamment dans les médias. Donc pour les personnes handicapées, c'est un peu le même combat. C'est vraiment ardu, c'est vraiment long. Puis en plus, il y a d'autres obstacles qui peuvent, si on parle des médias, c'est la représentation. Qu'est-ce qui vend, qu'est-ce qui attire l'attention. C'est très difficile pour les personnes handicapées de se faire une place dans certains milieux au niveau du pouvoir politique. On pense à la politique, là, s'il faut travailler 80 heures semaine, des personnes handicapées qui peuvent pas. Là. Il y a des obstacles un peu partout, donc on a eu plus de difficultés à atteindre certaines sphères de pouvoir encore aujourd'hui. Même si beaucoup de choses ont changé, ça reste qu'il y a vraiment des plafonds de verre là, à plein d'auteurs, puis un peu partout. Là. Oui, c'est intéressant parce que, oui, justement, on voit le capacitisme ou la difficulté d'accessibilité comme étant une chose de rampe, d'escalier, de capacité à entrer dans un bâtiment, alors qu'au quotidien, c'est beaucoup plus que ça. Donc, comment c'est au quotidien, c'est quoi ces obstacles-là auxquels on pense même pas quand on ne fait pas face à ces obstacles-là? C'est quoi ces obstacles-là au quotidien pour des personnes qui souffrent de handicap? Ici, je peux en soulever un. Avec ce que vous venez de mentionner, tu sais, il y a l'idée de base là, de souffrir justement du handicap, qui est vraiment problématique pour les personnes handicapées, parce que c'est justement ça qu'on veut déconstruire. Oui, évidemment, il y a des personnes handicapées qui souffrent, là, comme plein de gens qui n'ont pas de handicap, mais qui ont des maladies chroniques ou quoi que ce soit. Mais en règle générale, les personnes handicapées ne souffrent pas de leur handicap, mais c'est beaucoup ce discours-là. Oui, ça trahit mon biais, finalement, parce que je le ramène, comme vous le disiez au début, à une question qui est médicale, alors qu'elle ne l'est pas nécessairement. Merci de l'avoir soulevé. Ça me fait plaisir. C'était un bon lien avec ma réponse. Donc, et ça, les personnes handicapées elles-mêmes vont l'internaliser. Quand depuis toujours, moi, je souffre de handicap, moi, j'ai des limitations, la pression de surmonter. On entend beaucoup ce genre de phrase-là, la personne a surmonté son handicap. Malgré son handicap, elle a accompli telle chose. Donc, le handicap est vraiment construit comme quelque chose de très négatif. Donc, juste à la base, dans la société, pour moi, qui est une personne en fauteuil roulant, sortir dehors, c'est les regards, c'est tous ces petits préjugés-là. Puis aussi, avec le handicap, une particularité, je crois, c'est que les gens vont encore moins dire, je pense, ouvertement qu'ils discriminent les personnes handicapées parce qu'il y a comme cette espèce de protectionnisme, de pitié, de tout ça qui vient comme ajouter une couche qui rend les combats encore plus difficiles, selon moi. Là. Donc, à ce moment-là, on dirait une personne vivant avec un handicap. Comment on en parle de façon humaine, de façon juste, sans discriminer à travers le langage? Ça, c'est une bonne formulation. C'est un petit peu long, dans un sens. Moi, j'utilise personnes handicapées. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas nécessairement ce terme-là parce que ça a été... les personnes vont dire, non, je suis pas handicapée, je suis capable. Donc, il y a aussi là, tout un combat à mener au niveau de l'identité, de la fierté. Donc, moi, il fut évidemment un temps où personne handicapée, c'était pas un terme que j'aimais, là, mais j'ai appris à l'aimer puis à m'identifier. Puis dans le fond, c'est pas une mauvaise chose que d'avoir un handicap. Donc, je dirais personne handicapée, personne vivant avec un handicap, personne en situation de handicap, qui est de plus en plus utilisée. Là. Ça devient assez répandu. Parce que c'est plus une identité. Quand on vit en situation de handicap, c'est une situation qu'on vit. C'est pas ce qui nous représente. C'est pas l'entièreté de notre identité, si je comprends bien. Moi, j'ai un malaise avec ce terme-là, mais en même temps, je préfère personne en situation de handicap que personne souffrant de handicap, par exemple. Mais effectivement, pour moi, c'est ça que ça soulève, cette terminologie-là. C'est comme si on a voulu se détacher de personnes handicapées, comme si personne handicapée ne pouvait pas être une identité valide qui mérite la dignité et le respect des droits de la personne. Et on parle des situations de handicap, mais tu sais, si mon épicerie à côté, il n'y a pas d'escalier, je peux y accéder, donc je ne suis plus en situation de handicap. C'est tellement plus complexe que ça.
Oui, c'est ça. Donc, finalement, on dit handicap alors que la société est construite de façon à créer un handicap pour les personnes qui ne sont pas capables d'y accéder. Et c'est ça le centre de votre recherche, dans le fond, c'est les façons desquelles on peut rendre notre société plus accessible, plus équitable pour la diversité de gens qui l'habitent. Et ces obstacles-là ne sont pas seulement au quotidien, mais c'est aussi pour accéder à des services d'un organisme, pour militer au sein d'un organisme, pour travailler au sein d'un organisme. Donc, comment ça se passe, ça? C'est ça, on va souvent penser aux personnes qui vont chercher des services. Donc, évidemment, je peux nommer quelques exemples banals, mais même s'il n'y a pas d'escalier, il peut y avoir des corridors style labyrinthe. Et là, si la personne a un handicap visuel, bonne chance pour se retrouver. La documentation qui va être faite, mais seulement en petits caractères, pas de documentation en gros caractères ou en braille, documentation audio. La personne arrive à un endroit, il n'y a pas d'interprète LSQ en langue des signes québécoise. C'est vraiment un enjeu pour les personnes sourdes et malentendantes au Québec d'avoir des interprètes. En règle générale, c'est surtout pour les soins médicaux, mais les personnes sourdes et malentendantes ne vont pas juste à l'hôpital. Donc, si elles veulent participer, par exemple, à un spectacle, des choses comme ça, c'est très difficile d'y avoir accès. Dans les organismes communautaires aussi, l'enjeu d'embaucher des interprètes, c'est tout un enjeu parce que souvent le financement n'est pas là. C'est une somme qui peut être considérable pour des petits organismes. Comme je le mentionnais tantôt également, les attitudes. Donc, il peut y avoir des attitudes directes de discrimination très flagrantes, mais en règle générale, c'est indirect. Et là, c'est difficile de les identifier, surtout quand on n'a pas le langage pour en parler. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que moi, je milite beaucoup pour la reconnaissance du capacitisme, pour être enfin capable de mettre un mot sur cette affaire-là, puis là, de voir, autant pour les personnes handicapées que pour les personnes qui ne sont pas handicapées, pour être capable de vraiment mettre le mot sur le bobo. Oui, puis le vocabulaire est important parce que ça passe par là. Comment on fait pour sensibiliser les gens à quelque chose qu'ils ne sont pas capables de nommer ou à propos desquels ils ont l'impression de marcher sur des œufs, de ne pas savoir comment s'y prendre pour nommer les choses et ouvrir tous les espaces à tous les types de personnes. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans un cercle vicieux où pour faire des changements, ça prend des gens autour des tables de décision qui sont des personnes handicapées qui vont être capables de dire, là, il y a un angle mort par rapport à ça, on pense pas à telle personne, on pense pas à telle personne, mais que pour qu'il y ait des gens autour de la table qui prennent ces décisions-là et qui représentent les personnes handicapées, il faut que ce soit accessible. Donc, comment on fait pour régler une situation qui tourne en rond? Je pense que c'est plate à dire, mais je pense que comme dans toute communauté marginalisée, ces communautés-là doivent utiliser tous les moyens possibles pour faire avancer leur combat. Donc, c'est malheureux là, que le premier fardeau repose sur la place sur les épaules des personnes discriminées, mais ça semble être ce qu'on doit faire dans tous les combats et de politiser la chose. C'est pas... C'est ça aussi avec les personnes handicapées, on tombe vite dans les sentiments, dans la pitié, dans ces choses-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus pour comprendre l'aspect politique, économique, culturel de la discrimination fondée sur le handicap. Donc, à ce moment-là, il faut que ce soit les personnes handicapées qui adoptent, qui militent pour leurs propres droits parce que ça ne vient pas nécessairement de l'intérieur des organismes, des cercles de pouvoir et tout ça. Et c'est quoi les moyens qui sont pris pour justement mettre cette situation-là de l'avant et la défendre et faire avancer la cause? Mm-hmm. Les gens se regroupent dans des groupes communautaires, notamment. Il y a eu énormément aussi d'avancées dans les années 70. Je fais un petit retour en arrière, là, mais les gens beaucoup de personnes vivaient en institution ou à la maison, cachées. Puis ces gens-là sont finalement sortis, puis ont vraiment abattu beaucoup d'obstacles à l'époque de se réunir, malgré tout ce que ça pouvait représenter comme défi avant Internet au Québec, avec l'étendue des régions, les obstacles et tout. Mais les gens l'ont fait dans les années 70. Maintenant, on a des technologies qui nous aident à nous rapprocher. Donc, c'est vraiment de se réunir puis de développer cette force collective-là, qui est pas évidente. Aujourd'hui, on a d'autres enjeux. Les personnes handicapées vont être de plus en plus scolarisées. Et ce qu'on observe souvent, c'est que celles qui vont réussir à se scolariser davantage
Ils vont pas nécessairement choisir d'aller travailler dans un organisme communautaire ou d'aller travailler dans le domaine du handicap parce que, elles peuvent vouloir faire d'autres choses, là, évidemment, comme dans tout groupe. Mais c'est peu attrayant, je dirais, en ce moment, pour des personnes d'aller s'impliquer, vont choisir une façon plus de s'en sortir parce que faut avoir un bon revenu si on veut payer tous les frais additionnels aussi au handicap. Donc, il y a cette espèce de cercle vicieux-là qui explique peut-être en partie pourquoi est-ce qu'on a peu de personnes handicapées dans des cercles de pouvoir. Je réfléchis un peu à haute voix là, pendant que je parle. C'est pas la réponse, là, mais multifactoriel. Comme je le mentionnais tantôt, le capacitisme internalisé, c'est vraiment fort. Le capacitisme internalisé, donc c'est quand on doute soi-même de ses capacités à force de voir les gens nous renvoyer cette image-là. Aussi, tout à fait. Puis également, c'est pas nécessairement juste de douter de ses capacités, mais juste d'adhérer à cette espèce de discours-là, parce que les gens vont, quand une personne handicapée réussit, elle est vraiment inspirante. Puis elle a même pas besoin de réussir, elle a juste besoin condescendant. Ouais, t'as juste besoin de sortir dehors, d'aller faire ton épicerie, puis ça peut arriver, tu sais. Que quelqu'un t'est inspirante, donc d'avoir en fait une compréhension critique de cette réalité-là, le capacitisme, c'est ça, le capacitisme internalisé. Oui, de douter des capacités, mais également d'adopter l'espèce de discours mainstream qui est, tout ce que ça prend dans la vie, c'est de la volonté. Puis si tu as de la volonté, tu vas le surmonter, ton handicap. Puis de la positivité toxique. Vraiment, exactement. Puis là, vous disiez, dans les années 70, il y a eu des progrès, il y a eu du militantisme. Est-ce qu'on est encore dans cette lancée-là où on a atteint une espèce de plateau, puis là, il y a une stagnation, puis il faut reprendre cette lutte-là comme si c'était un renouveau, là, reprendre du début pour arriver à recommencer à avoir du progrès? Je pense pas qu'il faut reprendre du début parce que moi, en tout cas, je me sentirais très mal de dire ça parce qu'il y a eu tellement de travail qui a été fait. Il y a tellement de travail qui se fait encore de la part des organismes. Il y a peut-être eu un moment, il y a eu un moment où on était plus en phase, OK, on va travailler en concertation, une certaine façon de travailler, on essaie de bouger, je peux changer les choses. Puis là, peut-être avec le néolibéralisme, ça marche pas si bien que ça, là. Puis le temps passe, puis beaucoup de groupes se rendent compte que, il faut vraiment changer certaines façons de faire. Également, c'est super compliqué dans les groupes marginalisés de développer la multiplicité des tactiques. Donc, c'est correct qu'un groupe s'assoit avec le gouvernement, on travaille en concertation, mais ça prend aussi des militants, militantes plus radicales à l'extérieur. Puis, idéalement, que toutes ces forces-là soient solidaires d'une certaine façon, là. Puis en 2021, c'est quoi les luttes qui sont le plus mises de l'avant? 2021, effectivement, est extrêmement marqué par la pandémie, donc je peux pas vraiment en faire abstraction. Présentement, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment en mode survie. Donc, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas trop de recul parce qu'il y en a eu des reculs. Les gens qui sont... Lesquels? Il y a eu des reculs au niveau de l'accessibilité pendant un certain temps où on a vu apparaître, mettons, des corridors sanitaires qui étaient une bonne chose, mais c'est venu créer aussi des obstacles pour les personnes avec des handicaps visuels, par exemple, des arrêts d'autobus qui sont devenus inaccessibles en raison de ces barrières-là. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau de l'accompagnement. Quand on va dans certains lieux, on peut pas être accompagné d'une autre personne, mais il y a des personnes qui ont absolument besoin d'accompagnement. Il n'y a pas eu d'exception de fait, il n'y a pas eu rien de... Parce que y avait personne autour de la table pour dire... Oui, c'est ça. Il y a des personnes qui doivent être accompagnées. C'est ça, les masques. Les masques qui viennent cacher les lèvres, qui sont devenus un cauchemar pour les personnes sourdes ou malentendantes, qui reposaient beaucoup leur... participation dans la société entendante à la lecture labiale. Et là, ça, soudainement, c'est parti. Puis ça a pris combien de mois afin que finalement, on entende parler à Québec qu'il existait des masques avec une fenêtre. Ça a pris Rosalie Taillefer, Simard, une rencontre avec le premier ministre. Mais tu sais, donc on a vu beaucoup, en fait, très peu de considération pour les enjeux de handicap dans la gestion
de la pandémie au Québec. Là. Alors que les masques avec fenêtre, je me souviens très bien que quelques semaines après le début du confinement, on voyait déjà sur Internet des gens qui parlaient de ces masques-là, de la nécessité de les avoir pour pouvoir offrir des services aux personnes sourdes malentendantes. Et ça a quand même pris presque 1 an de plus pour que dans la réalité, ça soit quelque chose de disponible, ce qui finalement ne fait que renforcer cette idée-là que c'est le isme mal aimé, c'est le isme qu'on ignore, duquel on parle pas et qu'on oublie, que ce soit dans les points de presse, dans la façon dont on organise, la façon dont la pandémie est encadrée ou gérée. Donc, on retient quoi de cette pandémie-là, de la façon dont il y a eu un manque de considération flagrant? Qu'est-ce qu'on retient de ça pour faire mieux à l'avenir? Je pense que vous l'avez soulevé un peu vous-même quand vous parlez de l'importance d'avoir des gens dans certaines places. Si les gens sont pas présents, on va avoir un problème. Au Québec, plus largement, on a également un problème de législation au niveau de l'accessibilité puis du handicap. C'est très malheureux parce qu'à la fin des années 70, on avait finalement adopté une loi qui était considérée comme avant-gardiste parmi plusieurs pays. Et maintenant, on... Une loi qui disait quoi? Qui disait... principalement, les personnes handicapées ont des droits. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire de mettre en place certains programmes pour l'intégration au niveau scolaire, professionnel, social. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à cette époque-là. Il y a l'Office des personnes handicapées qui avait été créé en 1978, donc qui était responsable de chapeauter tout ça parce que, dans le fond, dans tous les ministères, on devait finalement considérer les personnes handicapées. Donc, c'est vraiment un énorme changement social pour l'époque. Et le but de l'Office, c'était de faire cette espèce de transition-là. Mais malheureusement, les choses ne sont pas déroulées comme on l'aurait souhaité exactement. Puis, pour revenir à la question, un exemple concret, au niveau du transport, la loi de 78 obligeait les sociétés de transport du Québec de développer des services pour les personnes handicapées. C'est ce qui a mené à la création du transport adapté à cette époque-là. Et pourtant, on sait qu'encore aujourd'hui, il y a combien de stations de métro qui sont accessibles? Cette loi-là prévoyait le développement de services pour les personnes handicapées. Donc, on voit les conséquences que ça a eu. Et la loi a été modifiée en 2004 pour finalement faire en sorte que, non, c'est pas juste le transport adapté. Là. Il faut rendre les systèmes de transport publics. Mais ça reste une loi qui a peu de mordants. Ouais. C'est ça le problème de notre loi actuelle. Et on voit, là, grâce à Internet, c'est beaucoup plus facile maintenant de voir quel est l'état des choses dans d'autres pays. Puis là, quand on se compare à plusieurs égards, on a un retard au Québec à ce niveau-là. Donc, si on avait une meilleure législation... Une meilleure législation qui consisterait en quoi, plus concrètement? Plus d'obligations. On peut se comparer. C'est plate à dire. La plupart des gens n'aimeront pas entendre ça, mais il faut se comparer avec l'Ontario, qui a une loi sur l'accessibilité depuis plusieurs années. Mais le premier ministre aime beaucoup nous comparer avec l'Ontario, fait que ça serait le temps, là. Je vais faire comme lui, mais pas dans le bon sens que lui fait, je pense. Donc, dans le fond, avec des plans d'obligation, autant pour le privé que le public, d'avoir des plans d'accessibilité. Un exemple très concret, c'est au niveau du service à la clientèle. Depuis plusieurs années en Ontario, les entreprises privées doivent développer une politique d'accessibilité pour le service à la clientèle. Donc, ça force vraiment des changements dans le quotidien. Et si on passerait le micro à une personne handicapée qui vit en Ontario aujourd'hui, je suis sûre qu'elle dirait « Attends, c'est pas parfait. » C'est sûr que c'est pas parfait, là. C'est pas le paradis en Ontario. Mais on voit que la loi a un effet pas juste sur les politiques, mais également sur la culture, puis sur le commun des mortels, parce qu'au Québec, franchement, là, si on fait un vox pop sur la rue, je suis pas mal sûre que la plupart des gens ne savent pas vraiment qu'on a une loi sur l'inclusion des personnes handicapées, tu sais. Non, effectivement, je le savais pas non plus. Puis tantôt, vous parliez justement de toutes sortes de problèmes d'accessibilité, donc que ce soit pour les personnes malentendantes, que ce soit pour les personnes que les polices d'écriture sont toutes petites, où il n'y a pas de braille et tout ça. Donc, c'est plusieurs choses auxquelles on pense pas. Mais moi, la question que je me pose, c'est tout simplement, on est dans un pays nordique. Le déneigement pour les personnes dont l'accessibilité est physique, est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce qu'il a fallu une loi ou c'est quelque chose qui est encore problématique et qu'on n'entend pas? Il a fallu beaucoup de revendications
Moi, ça fait environ une quinzaine d'années que je suis impliquée à Montréal et c'est au niveau de la ville, évidemment. Bon, le déneigement à Montréal, en règle générale, il y a beaucoup d'enjeux, là. Donc, à l'époque, c'était les arrondissements. Maintenant, c'est plus la ville-centre. Donc, il y a eu beaucoup de revendications qui ont été faites de la part d'organismes communautaires, justement, pour réviser cette politique-là, de s'assurer qu'on déneige les débarcadères, qu'on déneige les coins de rue d'une certaine façon. Ouais, parce que la ville, en hiver, elle change complètement, tu sais, les repères, l'accessibilité, tout ça. Donc, c'est ça. Donc, actuellement, au niveau provincial, il n'y a pas vraiment de loi qui peut avoir un impact là-dessus. Donc, ce qui fait en sorte que les combats sont toujours à mener parce que on a très peu de choses là, pour se... Je sais pas quand on a bien formulé ma phrase, mais on n'a pas une excellente base pour nos outils. Il faut vraiment mener des combats parfois à partir de rien, tu sais. Et surtout les fronts en même temps, parce qu'on dirait que ça reste dans des milieux clos, donc le message ne passe pas d'un milieu à l'autre, ce qui fait que tout est à faire un peu partout. Et là, je me demande, disons, moi, comme citoyenne ou comme propriétaire d'une nouvelle entreprise ou comme personne travaillant dans les médias, si je veux faire ma part, si je veux faire mieux, puis que je le reconnais, que je n'y connais pas assez, je m'y connais pas assez pour pouvoir faire une différence, quelles sont les ressources que je peux aller consulter? Parce qu'on sait que ça sert à rien de mettre le fardeau de cette explication-là sur les personnes handicapées, aller les voir pour leur dire, oui, mais là, je fais quoi? Donc, si je veux aller consulter des ressources pour moi, m'éduquer et être mieux disposée à faire partie du changement, elles sont où ces ressources-là? Ben, c'est sûr que les groupes communautaires eux-mêmes vont avoir beaucoup de ressources sur leur site Internet, en règle générale. Il y a certains guides qui ont été faits comme accessibilité pour les nuls, si je peux dire ça comme ça, 101. Beaucoup de matériel en anglais aussi, malheureusement, là, mais au niveau du handicap en anglais, c'est assez facile de faire une recherche. Ableism, c'est le terme en anglais. Et là, il va y avoir vraiment une mine d'or d'informations, notamment au niveau des femmes handicapées au Québec. On a 2 organismes, le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, qui fait beaucoup de recherches, qui a beaucoup de fiches synthèses, des trucs du genre, l'Action des femmes handicapées de Montréal. Donc, il y a plein d'organismes qui produisent beaucoup de matériel. Sinon, ouais, Google, c'est assez merveilleux. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert les études critiques du handicap, aussi au niveau des arts, des livres de personnes handicapées qui ont écrit sur les enjeux qu'elles vivent. Sur Netflix, il y a un super de bon film, Crip Camp. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous le recommande. C'est un documentaire sur la lutte des personnes handicapées aux États-Unis. Mais c'est super bien fait. Ça a été produit par Barack et Michel. Donc, c'est ça. Puis, il y a plein de façons de s'informer de cette façon-là. Puis évidemment... Oui, vous disiez qu'il y avait beaucoup de ces ressources-là qui sont en anglais et ça me fait penser que vous vous êtes penché principalement sur le capacitisme dans les communautés francophones. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi particulièrement dans les communautés francophones? Ben, premièrement, parce que je suis francophone moi-même, puis que j'ai constaté le gap, pour utiliser un mot en anglais, l'écart au niveau de la disponibilité de ces connaissances-là est juste incroyable, tu sais. C'est sûr, au niveau anglophone, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, c'est gros, hein. Est-ce que c'est parce que les informations se partagent entre les communautés anglophones? Qu'est-ce qui fait que dans une communauté francophone, il y a un recul ou il y a un écart, comme vous dites, par rapport à ça? Ben, juste une partie de l'explication qui doit être l'aspect démographique. Au niveau de la culture, c'est pas du tout la même chose. Les États-Unis, c'est un bon exemple, le paradoxe. Au niveau de l'accessibilité, de la fierté handicapée, beaucoup plus développé aux États-Unis. Mais on connaît toutes les contradictions de ce pays-là, là, avec un système de santé qui est fait pour les gens privilégiés. Donc, beaucoup de choses comme ça. Mais ouais, tu sais, les forces, les universités dans le monde anglo-saxon, c'est gros, là, il y a des ressources. Il y a beaucoup de choses. Ici, on est un petit bassin, un petit village, là, qu'on dit souvent, mais il y a de plus en plus de liens aussi qu'on fait avec l'Europe. En France, le concept du validisme est de plus en plus connu. Qui serait l'équivalent européen du capacitisme? Oui, français, c'est ça. En France, ils utilisent encore beaucoup le terme personne valide. Ici, on l'utilise moins. Ça écorche l'oreille.
ça écorche l'oreille, mais là-bas, ça a l'air que ça passe, là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont qu'ils ont utilisé cette racine-là, mais c'est la même chose que le capacitisme. Donc, pourquoi au Québec? Tu sais, c'est souvent la question qu'on me pose. J'ai pas une réponse parfaite, mais je pense aussi qu'on a beaucoup de difficultés en tant que société à voir nos angles morts. Au Québec, on est gentil, on n'aime pas ça, la chicane. Ouais. Puis là, quand les personnes handicapées sont en colère, ils sont censés être reconnaissantes. On en prend soin de nos personnes. Donc, ça vient vraiment choquer tout ça, alors que dans d'autres communautés, l'aspect des droits civiques a été mis plus de l'avant. Puis on peut faire des parallèles avec d'autres combats aussi, tu sais, la reconnaissance du racisme systémique versus ce qui se passe Mais au c'est Québec. ça, puis on dirait que, par exemple, par rapport au racisme systémique ou par rapport au sexisme ou tout ça, il y a un backlash qui est de dire non, c'est pas vrai, c'est pas si pire que ça. J'ai pas l'impression, et vous me corrigez si j'ai tort, j'ai pas l'impression qu'on a cette réaction épidermique au capacitisme. Je pense que c'est quelque chose qu'on est capable de reconnaître, mais c'est drôle que cette chose que l'on reconnaît, on n'y accorde pas plus d'importance ou plus de place, que ce soit dans les espaces de parole, tu sais, justement dans les médias et tout ça, mais aussi dans les milieux de pouvoir, ce qu'on disait au début, là, justement, de qu'est-ce qui fait que que ce isme-là ne fait pas plus de bruit que ça. Est-ce que c'est parce que ça fâche pas assez? Je pense qu'on n'a pas touché la corde sensible encore parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'espace. Dans le fond, dans ce débat-là, moi, je pense que, parce que ça arrive là, au quotidien, un exemple très, très récent avec le débat sur l'aide médicale à mourir actuellement au fédéral à Ottawa, là, il y a beaucoup de personnes handicapées qui s'y opposent à l'élargissement de l'aide médicale à mourir parce qu'on va y inclure maintenant les personnes, dans le fond, handicapées qui ne sont pas nécessairement en fin de vie. Mm-hmm. Puis il y a un discours assez capacitiste là, au niveau de ce débat-là. Puis on a très peu fait de place. En fait, c'est un gros débat quand même qui a lieu en ce moment. Puis dans les médias québécois, j'ai très peu entendu de voix de personnes handicapées qui s'y opposent. Mais très rapidement, on va donner la voix à ceux qui souhaitent y avoir accès, Oui. mais très peu aux gens qui dénoncent puis qui dérangent. Très, très peu. Malheureusement, je suis assez convaincue que le jour où j'espère qu'il y aura une plus grande place, que ce sera discuté, à tout le monde en parle, ou peu importe, je suis pas mal sûre qu'il va y avoir un backlash aussi, mais avec une petite dose de culpabilité et de pitié, parce que ça vient avec le package deal, là, mais... Puis en même temps, on n'a jamais autant parlé des CHSLD, mais on ne parle toujours pas du fait qu'à cause du manque de services, des personnes handicapées sont obligées d'aller vivre dans des CHSLD alors qu'elles sont jeunes et tout ça, et que c'est pas un milieu adapté pour eux, c'est pas un milieu où ils peuvent socialiser avec des gens de leur âge ou avec lesquels ils ont des points en commun, avec lesquels ils ont des situations en commun. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui passe un petit peu dans l'angle mort, autant des médias que de la société. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous le dites bien. En même temps, je trouve aussi que on participe au problème quand à chaque fois qu'on parle à une personne handicapée, on lui parle de son handicap. Hein? C'est tout le temps, on n'en parle pas, mais quand on vous parle, c'est à ce sujet-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fâche? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que vous êtes tanné? Moi, c'est mon domaine. Oui, c'est votre domaine de recherche. C'est ça. Moi, je suis un peu l'exception parce que c'est ça mon domaine, ma profession, ma carrière, tout s'articule un peu de ça. Mais je sais que j'ai des collègues, des amis handicapés qui font pas nécessairement ça dans la vie, puis que pour eux, c'est extrêmement frustrant quand, par exemple, dans la vie, tu fais de la danse, mais qu'on te ramène toujours juste ça à ton handicap, là, c'est vraiment problématique. Mais donc, en dehors de... Parce que vous êtes... vous avez étudié à l'Institut d'études... Vous avez été chercheur postdoctoral à l'Institut d'études féministes et de genre. Donc, il y a aussi toutes sortes d'autres sujets qui vous intéressent. Donc, quel projet de société vous anime en ce moment? En fait, bien simplement, un projet de société où les personnes marginalisées de multiples façons vont avoir leur place. C'est assez simple, mais c'est énorme. Assez simple, mais oui, c'est si on s'alliait, hein?
C'est ça, ouais, aussi. En fait, c'est extrêmement nécessaire. Puis je pense que c'est ce qu'on apprend à chaque jour, encore plus avec la crise actuelle. On n'a pas le choix de le faire. Puis actuellement, on est quand même relativement divisé aussi. Là. Oui, on est divisé jusque dans les luttes, c'est beaucoup dire. Hein? Puis pour terminer, je vous pose une question. Quand on parle d'accessibilité, quelles questions on oublie de poser? Parce que moi, je pose des questions en tant que personne qui ne vit pas ces obstacles d'accessibilité-là. Donc, forcément, mes questions sont teintées par le fait, par un certain capacitisme, si je peux le dire ainsi. Donc, quelles questions on oublie de poser? Vous voulez dire quand on parle d'accessibilité? Quand on parle d'accessibilité, c'est une bonne. Ça dépend tellement du contexte, donc je sais pas exactement quoi répondre, mais je pense que peut-être plus des questions d'un point de vue critique, d'aller au-delà de la rampe, comme on le mentionnait tantôt, puis de vraiment s'intéresser à ce que la personne a vraiment à dire. Un exemple que je peux donner, c'est au niveau de la compréhension du handicap. Souvent, dans les milieux de travail, on va se dire, OK, bon, il y a la semaine des personnes handicapées, il faudra organiser quelque chose. L'activité très populaire, c'est souvent la simulation du handicap. Donc, on va vous proposer, asseyez-vous dans un fauteuil pour un après-midi, où on va vous bander les yeux, on va boucher vos oreilles. Puis ce genre d'action-là, la science a prouvé que c'était pas bénéfique. Parce que c'est pas ça qui va vraiment changer les choses. Au contraire, ce que les recherches démontrent, c'est qu'une personne non handicapée qui va passer quelques heures avec une espèce de simulation du handicap qui est vraiment ridicule, là, honnêtement, n'en ressortira pas vraiment sensibilisée, mais plus à la limite traumatisée. Tu sais. Donc, c'est pas ça qui engage l'empathie. Donc, les questions qu'on pose pas, en fait, je pense que c'est plutôt qu'on remet peu en question ce qu'on pense savoir sur le handicap. Je pense qu'en règle générale, merci. Ouais, c'est ça, tu sais, de tout remettre en question ce qu'on a appris. C'est gros à dire, mais c'est un peu ça que j'ai comme message. Puis on passe tous par là, même les personnes handicapées. Puis c'est ça la particularité aussi de notre communauté, mais dans bien d'autres communautés, moi-même, là, je connais très bien mon expérience de par mes recherches et tout ça, je connais d'autres expériences aussi, mais on a une communauté tellement diverse. Si on parle de la déficience intellectuelle, moi, je suis plus ou moins placée pour vraiment bien représenter cette communauté-là. Il faut donner la parole à ces personnes-là. Tu sais. Oui, absolument. Ben moi, je sors humblement beaucoup plus consciente de mes biais inconscients aujourd'hui, beaucoup plus consciente du rôle que je ne joue pas à mettre de l'avant cette situation légitime, alors que je me considère comme étant une personne qui défend la justice sociale et tous ces enjeux-là, et c'était dans mon propre angle mort. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire, et je vous remercie énormément pour votre temps, pour votre implication, pour vos recherches, et je nous souhaite une société plus juste, plus inclusive et plus accessible pour toutes et tous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter, Laurence Parent? Je vous remercie pour cette discussion et j'admire également beaucoup votre travail. Donc, j'étais bien heureuse de discuter avec vous ce matin. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci aussi. Vous venez d'écouter l'un des 7 épisodes du balado Voir grand, en marge du forum organisé par le Réseau québécois de l'Action communautaire autonome.